Bonjour à tous, merci d'être ici pour nous écouter. Donc moi je suis archéologue préhistorienne et aujourd'hui je vais vous parler du rôle de la mémoire collective dans notre évolution. Alors du coup la première question qu'on se pose en tant que préhistorien, c'est comment identifier les traces de la mémoire collective dans les vestiges archéologiques que l'on découvre lorsque l'on fouille des sites archéologiques. Alors, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, notre espèce, notre lignée est la seule à savoir produire du savoir que l'on peut stocker en dehors de notre cerveau. Les livres sont un moyen de stockage d'informations, Internet, vos téléphones, vos clés USB, les solutions sont multiples. Mais comment, dans notre histoire évolutive, nous en sommes arrivés à créer et à maîtriser une mémoire collective? À quoi a-t-elle servi? Et quel a été l'avantage de pouvoir stocker toutes ces informations que nous avons acquises au cours de notre évolution? Alors, petite frise chronologique, mais on va y aller brièvement. Donc moi, en tant que préhistorienne, je m'intéresse à tout ce qu'il y a avant l'écriture. L'écriture, inventée en Mésopotamie, il y a plus ou moins 5000 ans. Donc vous voyez, cette frise chronologique, elle est à peu près proportionnelle. L'écriture, 2023, c'est nous. Moi, je m'intéresse à tout ce qu'il y a avant. Vous avez tous entendu parler de Lucie, 3,5 millions d'années. Les premiers outils, autour de 2 millions. L'invention du feu, 400 000 ans. Chauvet, Lascaux, 30 000 ans, 16 000 ans, 17 000 ans. Voilà, ça, ce sont des grandes étapes de la préhistoire. Et moi, je m'intéresse à toute cette période. Hop. Alors, nous ne sommes pas les seules espèces à savoir inventer des connaissances et à savoir transmettre ces connaissances. Par exemple, les chimpanzés sont capables de transmettre du savoir entre chimpanzés. Par exemple, certains chimpanzés sont capables d'utiliser des outils en pierre pour casser des noix ou d'utiliser des petits bâtons de bois pour aller chercher des termites et se nourrir. Mais tous les chimpanzés ne savent pas le faire. Il y a certains groupes de chimpanzés où ils ont inventé et adopté l'utilisation de l'outil en pierre ou l'utilisation de l'outil en bois. Et il y a d'autres groupes de chimpanzés assez voisins qui vivent dans les mêmes environnements et qui n'ont pas ce type d'outils. Ça veut dire que ce savoir-faire technique n'est pas inné, c'est-à-dire que ce n'est pas issu de la biologie du chimpanzé, c'est un savoir acquis et qui a été transmis entre chimpanzés d'un même groupe, mais pas au sein de notre groupe. Donc finalement, qu'est-ce qui nous différencie de nos cousins les chimpanzés? Alors, ce qui nous différencie, c'est que nous, on est capable de transmettre du savoir avec énormément de stratégies diversifiées. Alors, nous sommes capables d'apprendre en observant, nous sommes capables d'apprendre en répétant des gestes, en testant des gestes, et nous sommes capables d'apprendre en transmettant des savoirs par la parole. Et nous sommes l'espèce qui a la forme de langage la plus complexe pour transmettre des savoirs. Et donc, c'est la multiplication de ces modes de transmission et la diversification de ces modes de transmission qui nous ont permis d'optimiser notre manière de consolider des savoirs et de les transmettre sur le temps long. Alors, comment on les reconnaît, ces savoirs transmis et ces savoirs partagés dans le registre archéologique? Alors, un premier exemple, c'est la manière dont l'homme a taillé ses outils en pierre. Alors, si les premiers outils en pierre existent depuis 2 millions d'années, il y a 2 millions d'années, c'est un outillage très simple, très expéditif et pas très standardisé. En revanche, à partir de 300 000 ans au moins, la manière de faire des outils en pierre nécessite que le tailleur ait une idée très précise de la séquence de gestes qu'il doit faire pour obtenir un outil très spécialisé à la fin de son opération de taille. Donc ça nécessite des connaissances de gestes qui sont ordonnées avec une séquence précise pour obtenir un outil très opérationnel. Et ce type de taille, ces gestes et ces techniques de taille vont perdurer pendant plusieurs milliers d'années. Ça veut dire qu'il y a un savoir-faire technique qui va être transmis entre les individus sur plusieurs milliers d'années pour permettre de faire des outils de chasse très légers, très optimaux pour la chasse, mais qui nécessitent un savoir-faire très très standard et très précis. Alors un autre indice de mémoire collective qui perdure sur le temps long, c'est la mémoire des lieux. Nous, quand on fouille un site archéologique, on a accès à des traces d'occupation de chasseurs-cueilleurs préhistoriques nomades qui sont venus de manière répétée pendant plusieurs milliers d'années sur un même site pour y mener les mêmes activités. Par exemple, en Dordogne, il y a 15 000 ans, ce n'est pas le climat d'aujourd'hui, il fait froid, il y a des rennes.
Les rennes sont des animaux migrateurs et se trouvent à certains endroits de l'année en fonction de leur cycle de migration. Et sur les sites archéologiques, on retrouve les vestiges des rennes qui ont été chassés par les chasseurs-cueilleurs nomades, et on sait qu'à travers l'étude de ces ossements, ils sont venus consommer le renne, utiliser la peau, faire des outils avec les os de renne, etc. Et si on étudie les dents de renne qui sont découvertes sur ces sites, on a accès à une information saisonnière, parce que la manière dont croît les dents au cours de la vie des mammifères fait qu'il y a un tissu dentaire, une partie de la dent qui enregistre un signal saisonnier. Et si vous observez une dent au microscope avec une technique spéciale, vous pouvez savoir pendant combien de saisons l'animal a vécu et à quelle saison l'animal a été tué. Et on s'aperçoit que pendant plusieurs milliers d'années, les hommes préhistoriques sont venus systématiquement à la même saison pour chasser le renne et pour faire les mêmes activités sur le site. Ça veut dire que les hommes préhistoriques avaient connaissance du passage du renne à cet endroit, qu'ils avaient connaissance d'un abri qui était bien à occuper, donc bien orienté, abrité du vent, plutôt bien orienté avec le soleil pour être suffisamment échauffé, du silex pas loin pour pouvoir faire des outils, accès à l'eau, évidemment, etc. Et cette connaissance de l'environnement et des apports de l'environnement était connue et partagée par les groupes sur des siècles et des millénaires et des millénaires. Alors, autre indice de mémoire partagée, après la mémoire technique, la mémoire naturaliste, ici, il s'agit d'une mémoire symbolique. Et là, vraiment, on arrive au cœur du sujet qui est le stockage de la mémoire et de l'information en dehors de notre cerveau. Donc ici, je vais vous parler des objets de parure, donc les bijoux préhistoriques. Dans nos sociétés actuelles, vous êtes tous capables de lire des objets de parure, vous êtes tous capables de trouver une information sociale dans un objet de parure. Par exemple, vous voyez quelqu'un avec une alliance, vous vous dites « Ah, bah, cette personne est mariée ». Vous avez acquis un savoir culturel qui vous permet d'interpréter une information sociale à la lecture de ce que les gens portent sur le corps. Vous allez à la boulangerie, vous voyez lui. Vous vous dites, tiens, lui, je me doute de la musique qu'il écoute le soir. Il a tous les attributs du punk, sa crête, ses piercings, ses clous. Vous savez lire, vous savez le reconnaître, vous savez la musique qu'il écoute. C'est une information transmise par des attributs corporels qui sont portés et qui sont artificiels. Donc dans les sociétés où la parure a gardé un rôle social très très fort, eh bien, ces objets portés sur le corps transmettent des dizaines d'informations sociales comme l'âge de la personne, une femme, un homme, une personne pubère, une personne prépubère, une personne qui a déjà des enfants, qui a un rôle en tant qu'artisan dans une société. Et tous ces messages peuvent être démultipliés dans la manière de décorer les corps. Et cette photo vous montre une idée de la diversité des coquillages et des dents d'animaux et de pierres qui étaient utilisés au cours de la préhistoire pour faire des objets de parure par les hommes préhistoriques. Donc quand on retrouve ce genre d'objet, on sait qu'à partir de ce moment-là, l'homme était en capacité de transmettre des informations symboliques et sociales matérialisées sur les corps. Et les plus vieux objets de parure, c'est 140 000 ans. Donc ça veut dire que ça fait 140 000 ans qu'on est capable de matérialiser des informations sociales. L'autre mémoire importante, c'est la mémoire que les vivants ont gardée de leurs morts. Donc les plus vieilles sépultures, c'est au Proche-Orient, autour de 120 000 ans. Il n'y a pas qu'Homo sapiens sapiens qui a fait des sépultures, Néandertal en a fait aussi. Mais à cette période, ce sont des sépultures isolées que l'on retrouve sur des sites et il n'y a pas d'indice de passage récurrent sur ces sites. En revanche, à partir de 7000 ans, en Europe, il y a les premiers cimetières. Ici, c'est un cimetière qui a été fouillé au début du siècle dernier. Et en fait, une fois qu'il y a les cimetières, ça veut dire qu'il y a un comportement partagé des gens qui vont pratiquer des rites funéraires toujours sur le même lieu. Et ce lieu est le lieu de la mémoire des morts que gardent les vivants. Et ça, c'est un comportement à partir de 7000 ans. Donc, alors, vous me direz, à quelle échelle nous sommes capables de partager des savoirs comme ça au cours de la préhistoire ? Eh bien, il y a 30 000 ans, de l'Espagne jusqu'à la Russie, l'ensemble des chasseurs-cueilleurs nomades étaient capables de produire des petites figurines comme ça, qui sont un peu toutes pareilles, c'est des femmes avec une grosse poitrine, une grosse fesse, un ventre. Et ça représente des femmes après la naissance. Donc il y a toute une idée d'une croyance autour de la fertilité. Et cette croyance, elle est partagée à l'échelle du continent eurasiatique, de l'Espagne à la Russie il y a 30 000 ans. Alors ces gens, en Espagne, n'ont pas rencontré ces gens en Russie. C'est juste parce qu'il y a des réseaux de contacts qui permettent de faire circuler de l'information culturelle, sociale, symbolique à grande échelle. Qu'est-ce que l'on retient de tout ça ? C'est qu'au cours de notre évolution, on a été capable de créer des savoirs, de les transmettre, de les consolider et surtout de les cumuler.
C'est ce qu'on appelle la culture cumulative, et c'est le fait de cumuler des savoirs qui permet d'en créer d'autres et de s'alimenter de savoir en savoir pour en créer en tout le temps de nouveaux. Si vous regardez ce graphique, chaque ligne représente une invention. Et ici, c'est le temps. Donc 800 000 ans, voilà. Et vous voyez qu'à partir d'un moment donné, avant 500 000 ans, plus ou moins, il y a des inventions, mais qui ne sont pas consolidées. Elles arrivent, elles disparaissent, elles arrivent, elles disparaissent. Et puis à un moment donné, tac, l'invention arrive, et là, elle est consolidée. Donc c'est des inventions, c'est petits outils, la pêche, l'utilisation de pigments, les parures, etc. Donc ça veut dire qu'à partir de 500 000 ans, on a une capacité de transmettre des savoirs qui permet de réellement les consolider. Et ça, c'est probablement parce que c'est là qu'on maîtrise un langage très complexe pour permettre de garder la mémoire des savoir-faire, des savoirs naturalistes, des savoirs symboliques et sociaux. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Si vous entendez un petit accent, c'est normal, je viens de Belgique, vous inquiétez pas. Donc moi, je vais vous parler de la mémoire aujourd'hui. Et avant d'attaquer, je vais vous demander de penser un petit peu la mémoire. Quelle est l'importance de la mémoire pour vous? Si j'ai un pari à faire, je pense que vous avez pensé à la date d'anniversaire de ma maman, je dois absolument pas l'oublier. Pour ceux qui ont peut-être le bac bientôt, c'est la matière que je dois encoder. Ou bien éventuellement la réunion de mardi que je dois présenter et préparer à l'avance. C'est vrai, mais ce ne sont pas les seuls et les phénomènes les plus importants. En réalité, la mémoire, elle sert surtout pour notre évolution et notre survie. En fait, tous les animaux qui ont un cerveau s'en servent pour la même chose, encoder des informations qui sont importantes pour leur évolution et leur survie dans un certain environnement. Alors, la mémoire, elle fonctionne d'une manière spécifique, qui est souvent mal comprise par les gens. On s'imagine que c'est un espèce de petit ordinateur qui va aller encoder exactement les informations qu'on connaît et on va pouvoir les redonner telles quelles, inchangées et parfaites. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, la mémoire, elle va fonctionner en 3 étapes. La première, ça va être la construction. Donc si vous êtes en classe, par exemple, c'est écouter le professeur qui donne la leçon. La consolidation, quand vous allez apprendre cette leçon. Et en troisième, la transformation. Donc ça, c'est quand on reçoit la copie corrigée. Et c'est ces 3 étapes qui vont faire que vous avez acquis une nouvelle connaissance correcte. Alors, la mémoire n'est pas un processus linéaire, c'est en fait un processus complexe et dynamique. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Et un des phénomènes les plus importants dans la mémoire, c'est l'oubli. Alors, ça paraît un peu inquiétant parce que les gens pensent Alzheimer, démence. La réalité, c'est, on a dit au départ, la mémoire sert à s'adapter à son environnement. Et c'est ça, en fait, qui en fait un phénomène biologique très important. L'oubli, qui arrive de différentes manières, soit parce qu'on n'a pas bien encodé le souvenir à la base, soit parce qu'au cours du temps, le souvenir va tout doucement s'effacer, soit parce qu'on a une modification au cours du temps de ce souvenir précis. Alors j'ai un exemple de ça. Quand vous demandez à des gens qui ont vu de visu un accident et que vous leur posez une question orientée, du style « à quelle vitesse allaient ces voitures quand elles se sont percutées ?» Ou bien vous leur demandez simplement « à quelle vitesse allaient ces voitures ?» Eh bien dans le premier cas, les gens vont se rappeler d'un accident beaucoup plus grave que ce qu'il n'était réellement. Et donc ça, c'est de la distorsion. C'est une modification du souvenir qui arrive avec des informations qui peuvent être de la désinformation. Et donc à ce stade de la présentation, je voudrais faire un petit aparté. Chacun d'entre nous, on peut avoir une modification de l'information qui nous arrive par nos attentes, par notre état émotionnel. Donc je vous encourage tous à vraiment faire attention quand vous recevez une information, à comprendre d'où elle provient et quel est votre contexte émotionnel au moment où vous la recevez. Et les bases neurobiologiques de ce phénomène-là, elles sont réelles. Il y a des connexions entre les aires qui sont liées à l'encodage émotionnel et les aires de la mémoire. Donc c'est une réalité. Ce n'est pas un espèce de biais qu'on croit imaginaire. C'est réel. Vous recevez une information, selon l'état dans lequel vous êtes, vous allez la comprendre différemment. Et à ce sujet, je voudrais aussi faire un point sur le fait que les scientifiques ont un rôle là-dedans. Notre jargon, il est souvent très spécifique et on vient essayer d'expliquer entre nous les phénomènes qu'on comprend et les phénomènes qu'on essaye d'étudier. Et c'est important que nous fassions l'effort de venir vers vous par des événements comme celui-ci, par exemple, pour qu'on puisse interagir avec le grand public et expliquer en termes clairs pourquoi nous faisons nos recherches. En neurosciences, on a besoin de comprendre le cerveau, on a besoin de savoir comment il fonctionne pour comprendre comment les maladies qui le touchent peuvent être soignées.
Alors pas pour créer des molécules qui vont enrichir les compagnies pharmaceutiques, mais pour donner à tous la chance d'avoir des médicaments qui fonctionnent le mieux possible, avec des financements qui soient les mieux utilisés possibles. Ça, c'est ce que je crois, et je pense qu'il est important pour nous, en tant que scientifiques, de faire cet effort, de vraiment simplifier nos recherches et de les faire rendre accessibles au public dans des termes clairs, et que vous puissiez, vous, retrouver cette information de manière complètement transparente et surtout sans effet de distorsion et désinformation sur la manière dont vous recevez ces informations-là. Donc voilà, je vous encourage vraiment à penser à toutes ces choses-là et à réfléchir à la manière dont vous recevez les infos et de où vous recevez vos informations. Alors, je disais que la mémoire, elle est faillible, donc ça c'est ce qu'on a évoqué, donc on a un oubli qui se fait au cours du temps, mais Dieu merci, si on fait des rappels de cette mémoire, elle va pouvoir être réaugmentée. Et on verra après comment ça se fait d'un point de vue biologique. Alors, cette réaugmentation, elle peut arriver avec des nouvelles informations aussi. Si par exemple, on a un souvenir de famille, on a un bon barbecue d'un samedi après-midi, de quand on était enfant, et que tout à coup, une personne de la famille nous raconte un événement de cette soirée-là un peu différemment, eh bien, on va être capable de changer la perception qu'on a de cet événement. Et c'est pour ça que je dis que l'oubli, ou en tout cas la modification d'un souvenir, c'est un processus important. Alors, la région la plus importante du cerveau, c'est l'hippocampe quand on concerne la mémoire. Alors pourquoi l'hippocampe? C'est la petite région qui est au niveau ici, donc elle est bien cachée tout au fond du cerveau. Et en fait, les anatomistes du début du siècle passé trouvaient qu'elle ressemblait assez à l'animal. Moi, vu comme ça, je trouve pas ça très très joli, mais dans ma pratique de tous les jours, dans la recherche au labo, je la vois comme ça. C'est quand même tout de suite beaucoup plus sympa. Donc cet hippocampe, il est composé de plusieurs sous-régions. Donc ici, tout ce que vous voyez, les petits points, ce sont des neurones, et ils vont envoyer de l'information à différentes régions. Donc toute la partie ici, c'est l'hippocampe. On a le gyrus denté ici, l'espèce de petit V, et puis le cornu ammonis juste là. Et en fait, cette région, l'importance, c'est la manière dont les neurones sont interconnectés entre eux. C'est le flux d'informations qui va passer depuis le gyrus denté vers le cornu ammonis qui va faire qu'on va pouvoir encoder un nouveau souvenir. On voit l'hippocampe vraiment comme une espèce de petite fenêtre, de petite porte par laquelle un nouveau souvenir peut rentrer dans le cerveau. Et en fait, s'il est très important, c'est pour la mémoire à court terme. Et après, une fois que le souvenir va passer dans la mémoire à long terme, il va être transféré au niveau du cortex. Donc tout ça se fait par la manière, par l'organisation de ces neurones. Je voudrais aller un peu plus en détail, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas, mais je voudrais avancer sur les processus neurobiologiques qui sont derrière la formation d'un souvenir. Là, je vais vous parler vraiment des dernières recherches sur l'origine d'un souvenir. Comment naît ce souvenir? En fait, on parle de la notion d'engramme. Alors, je serais curieuse de savoir qui connaissait le nom engramme ici dans la pièce. Bon, c'est cool, je vais au moins pouvoir vous apprendre une petite chose. En fait, un engramme, ça va être un sous-réseau de neurones, donc ceux qui vont être en rouge ici, qui, au moment de l'encodage d'un nouveau souvenir, vont tout à coup s'activer. Donc, ils vont changer leur processus électrophysiologique et ils vont augmenter le nombre de synapses qu'ils forment entre eux. Une fois que ces synapses sont bien formées, qu'il y a un réseau neuronal fort, c'est ce qu'on va appeler un engramme. Et en fait, cet engramme, il a les mêmes propriétés que le souvenir dont on parlait tout à l'heure. Il peut se consolider, il peut se transformer, il peut disparaître au cours du temps. Et c'est ce qui est représenté sur le schéma ici. Donc voilà, je pense que comme ça, vous avez vraiment le fond des processus neurobiologiques qui sont associés à la formation d'un souvenir. Donc pour conclure, je voudrais rappeler un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc la mémoire, c'est un processus dynamique, complexe. C'est pas comme un ordinateur, on va juste récupérer les infos parfaites et inchangées. Il y a des modifications qui peuvent être faites. On a donc la notion d'engramme. Et je vous invite surtout à rester curieux sur la mémoire et essayer de vous intéresser à ces choses-là, surtout par vous-même. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, en fait, je suis professeur de chimie, moi. Et donc je vais finir cette micro-conférence en vous parlant, moi, de la mémoire digitale. Alors, c'est quoi la mémoire digitale? C'est l'ensemble des données numériques que l'humanité, nous tous, nous devons stocker pour espérer conserver justement la mémoire et la transmettre à nos descendants. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que actuellement, vous ne le savez peut-être pas, mais ça pose un énorme souci. Les chiffres qui sont sur ce transparent vous montrent que dans 2 ans, très prochainement, la quantité de données que l'humanité doit conserver
représente environ 175 zeta-octets. Alors vous allez me dire, zeta-octet, ça ne me parle pas tous les jours, je comprends ça tout à fait, c'est une unité un peu bizarre. C'est un zeta-octet, ben vous le lisez comme moi, c'est 1000 milliards de milliards d'octets. Alors encore une fois, ça ressemble un peu grand, vous allez me dire, ça ressemble à quoi? Pour envisager tout ça, il faut simplement dire qu'un zeta-octet, c'est 1 milliard de disques durs de téraoctets. Vous pouvez les acheter à côté, à la librairie, là. Donc vous voyez que ça représente un peu beaucoup. Rien que pour vous donner une ordre d'idée, si on voulait tous les empiler les uns sur les autres dans un carré d'1 mètre là à côté de moi, ça ferait une colonne haute de 550 km de haut. Donc tout ça au jour d'aujourd'hui. Autre information, la quantité de data que nous produisons, parce que tout à l'heure en arrivant, j'ai vu, je dirais pas qui, des gens en train de prendre des photos, donc on stocke des données, on est en train d'échanger des messages, moi-même aujourd'hui, eh bien la quantité de données que nous, humanité, produisons double tous les 2 ans. Alors vous voyez bien que quelque part, ça va se poser souci, puisque pour stocker tout ça, au jour d'aujourd'hui sur notre Terre, il y a 8 millions de data centers. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce que c'est qu'un data center. C'est un grand building qui contient d'énormes ordinateurs et qui servent et qui n'ont pour but que de stocker de la donnée qui, lorsque vous consultez votre réseau social enfin, ou n'importe quoi, ben, conserve cette donnée, on va la chercher, je sais pas, je peux citer des noms, Facebook. Donc ça génère un problème puisque, je vous l'ai dit, on double la quantité de données tous les 2 ans. Ça veut dire que dans 2 ans, il faudrait qu'on ait 16 millions de data centers sur notre vieille Terre. Et le souci d'écologie est là aussi. Pour refroidir tous ces ordinateurs, aujourd'hui, ça représente 2% de la consommation électrique mondiale, à peu près celle de la Suisse. Donc vous voyez bien, enfin j'espère vous convaincre, que si on continue à produire plus en plus de données, et on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, eh bien, ça va poser un gros problème de stockage. Donc, il est urgentissime même, de concevoir un nouveau mode de stockage de ces données numériques. Alors il se trouve qu'il y a déjà presque 60 ans, il y a des articles scientifiques qui sont parus en disant mais c'est quand même bizarre parce que la nature fait bien les choses et vous le savez peut-être, la nature stocke son information. Le génome est stocké grâce à une molécule, une longue molécule, un polymère que l'on appelle l'ADN. Vous avez tous entendu parler de l'ADN. Regardons un peu plus en détail ce que c'est que l'ADN qui encode l'information génétique. Ben, c'est en fait une longue molécule, comme vous appréciez ici. En fait, c'est une double hélice, on ne va pas s'intéresser là-dessus trop longtemps. Et l'intérêt de l'ADN, c'est qu'effectivement, elle code de par toute la formation qui permet d'avoir le vivant. Donc on peut se dire, ça pourrait être utile. Et puis surtout, la durée de vie de l'ADN, c'est alors j'ai mis 10 000 ans, mais c'est une approximation. En tout cas, une durée de vie bien plus longue que n'importe quel disque dur ou clé USB que vous pouvez avoir chez vous, qui a une durée de vie environ, si on travaille tous les jours avec, de 5 à 7 ans. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas commune mesure entre la durée de vie d'un support numérique actuel et l'ADN. Alors vous allez me dire, tiens, c'est intéressant, mais comment utiliser l'ADN pour stocker l'information qui sont dans nos téléphones, qui sont de la donnée numérique? Alors pour ça, il faut regarder un tout petit peu plus, zoomer sur ce que c'est l'ADN. Et l'ADN, ben oui, je vous ai dit que c'était deux rubans comme ça, qui sont reliés en fait par des molécules, des bases, on appelle ça des bases. Et si vous regardez mon petit dessin, il faut le zoomer un peu plus près. Donc il y a 4 bases, mais ces bases se parlent 2 à 2. Si vous regardez bien, la base jaune, l'ADN, est toujours collée à la base rose. Et c'est comme ça que l'ADN, en fait, encode l'information. Cette séquence de paires de bases, elle est très précise et c'est ça qui contient toute l'information pour me définir moi ou un singe, un chimpanzé, comme on a vu tout à l'heure. Donc l'humain, il y a maintenant une quinzaine d'années, le chercheur a eu l'idée de se dire si j'étais capable de encoder moi-même l'information, c'est-à-dire en fait de créer un ADN synthétique, on ne parle plus maintenant d'ADN naturel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va le fabriquer à bon escient, et je vais vous montrer pourquoi. Peut-être qu'on pourrait passer de la data que vous générez avec votre téléphone portable et votre ordinateur, vous savez sûrement que c'est stocké sous la forme de ce qu'on appelle des bits, des 0 et des 1, et de transformer en fait cet alphabet, des 0 et des 1, dans un autre alphabet qui serait en fait la séquence de paires de bases qui fait de l'ADN. Alors je m'explique, pour passer de là à là, il suffit de dire, tiens, 0,0 qui est là, c'est de l'information, ça peut être une couleur, ça peut être un son, hop, ça va devenir A dans ma séquence. Vous avez cette séquence unique qui correspond à ce que vous voulez encoder comme information, et bien il n'y a plus qu'à le rentrer dans une machine qui va produire l'ADN qui correspond à cette séquence. J'espère être clair, c'est-à-dire cet ADN synthétique que l'on sait faire au laboratoire, il a vraiment l'empilement, le code, l'information, que vous avez, vous, dans votre téléphone. Si on sait faire ça, eh bien maintenant, il faut se dire, tiens, j'ai encodé de l'information dans une molécule, on verra l'intérêt dans un instant, est-ce que je suis capable de la relire? Oui, puisque pour la relire, il suffit de le remettre dans une autre machine, on reséquence l'ADN, en fait, on la redétricote, si vous voulez, et hop, on repasse dans le même ordinateur qui a converti dans un sens, c'est très facile, l'ordinateur sait faire reproduire des 0 et des 1, et hop, si vous voulez, vous pouvez le restocker sur un disque dur.
Donc on sait, au jour d'aujourd'hui, stocker de l'information dans de l'ADN. Alors quels sont les avantages? On a déjà parlé de sa durée de vie. Et puis il y a surtout le fait que l'ADN est une petite molécule, en plus tridimensionnelle, qui fait que si vous regardez bien dans les doigts d'un monsieur qui, en fait, qui habite au bout de la rue là-bas, il y a une petite capsule, et c'est dans cette capsule qu'on stocke l'ADN que l'on fabrique. Sauf que cette capsule, aussi petite que soit-elle, si vous disiez comme moi, elle représente à peu près l'équivalent de 5000 disques durs d'un téraoctet. Alors vous voyez déjà le gain de place, hein. On n'est plus à envisager des data centers qui occupent beaucoup de la surface immergée de notre planète. Il suffit de stocker ça dans des petites capsules, et surtout, l'ADN se conserve sans être besoin d'être refroidi, donc sans énergie. Vous le stockez dans une boîte, dans un coffre-fort si vous voulez, vous revenez 10 000 ans après, vous le remettez en solution et vous relisez l'information qu'il contient. Donc, pour le gain de la planète et pour le réchauffement climatique, vous avez tout entendu parler, tout va bien. Alors, dans ce domaine, il faut bien l'avouer, qui sont les leaders mondiaux à l'heure actuelle? C'est les Américains, entre autres. Alors, on ne sait pas trop du côté de la Chine, mais en fait, on suppose que la Chine fait pareil. Et c'est des firmes comme Google, comme Microsoft. Il faut savoir qu'actuellement, ces gens-là stockent, alors ils ont déjà stocké tout Wikipédia que vous pouvez trouver sur Internet, ils stockent des films, ils stockent plein de choses, ils stockent des données sensibles, bien sûr, et ils stockent tous les jours, puisque c'est une technologie qui fonctionne déjà. Alors, on pourrait me dire, bah, super, vous êtes en train de nous dire que le problème des data centers et des numériques sont réglés, pourquoi en parler? Bah, c'est que mon slide s'appelle bien, c'est super, mais il y a des hicks. Alors, autant la durabilité, je vous ai dit, bah, on passe de 3 à 5 ans à plusieurs milliers d'années, ça c'est super. Il y a encore des problèmes à résoudre, la recherche est encore là pour beaucoup de travail. C'est que vous savez très bien que vous mettez une clé USB dans votre ordinateur, vous ferez peut-être ça tout à l'heure ce soir, le temps d'accès à l'information qui est stockée sur la clé USB, c'est environ 1 milliseconde. Le problème, c'est que pour lire l'information stockée sur l'ADN, au jour d'aujourd'hui, alors ce chiffre est en train de descendre, c'était, allez, je vais dire, 12 heures il y a un mois. J'ai entendu, il n'y a pas plus tard que ce matin, un collègue qui me disait qu'il était en train de le faire maintenant à l'échelle de la minute. Alors vous voyez que ça progresse, mais on n'est encore pas à la microseconde. S'il faut attendre 1 heure, allez, on va dire, pour récupérer une photo, vous allez me dire c'est bien joli, mais c'est un peu long, quoi. Mais surtout, le gros problème, c'est ce que vous lisez sur la dernière ligne de mon petit tableau, c'est le coût. Actuellement, une clé USB, hein, si je vais l'acheter à la librairie de à côté, là, je vais peut-être la payer 6-7 euros. Pour stocker, pour vous donner un ordre de grille, 1 gigabyte, donc c'est pas grand-chose, d'informations avec de l'ADN, au jour d'aujourd'hui, il faut 100 000 euros. Donc à moins qu'il y ait un mécène riche dans la salle, je suis preneur, hein, parce que j'ai toujours besoin d'argent, c'est encore une technologie qui mérite d'être, bien sûr, avancée, parce qu'elle est chère. Alors il se trouve que nous, on travaille, nous, chimistes, on travaille aussi sur des alternatives moins chères, et au lieu de travailler avec de la molécule biologique, de l'ADN, on va se servir de ce que nous, on sait faire, beaucoup moins cher, c'est des petits grains de sable. Alors quand je dis petits grains de sable, hein, c'est 1/10 millième de millimètre. Pour ceux qui connaissent les unités très petites, c'est 100 nanomètres. Donc c'est tout petit. Et nous, on sait synthétiser en grande quantité, on sait les faire au kilo, et ça coûte rien. C'est à peu près 1,50 € le kilo. Vous voyez qu'on n'est pas au prix de l'ADN. Et ces petites particules que l'on sait faire, elles ont le bon goût de savoir s'aligner comme ça, en chaîne. Ça, c'est une vraie photo de microscopie électronique. Alors, vous voyez, elles s'empilent là, comme des petits colliers de perles. Un peu, c'est de vous rappeler, comme un ruban d'ADN. Alors le tout, c'est que nous, maintenant, la formation, c'est qu'on veut la coder dans ces petites billes de silice. Un peu comme on l'a fait dans l'ADN avec les bases, les paires de bases, les paires de molécules. Il suffit de dire que la bleue, là, en fait, la bleue, on la rend bleue, nous, on lui met un colorant. Et ben, ça va être le bit 00, et puis la rouge à côté 01, et ainsi de suite. Et nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'essayer de coder de l'information binaire, et puis de faire des séquences de petites billes colorées, comme ça, qui ont l'avantage d'être peu chères, je vous l'ai dit, et surtout d'être rapidement lisible, c'est-à-dire lire l'information très simplement avec n'importe quel microscope, donc ça coûte pas cher à lire. Pour vous montrer où on en est au jour d'aujourd'hui, ça c'est une photo qui date d'il y a 2 mois, on est capable de faire du 1 et du 0, c'est-à-dire du bleu et du jaune. C'est pas encore, hein, on n'est pas encore capable d'encoder le dernier film d'Avatar, hein. Mais on espère que dans pas longtemps on le fera, et nos coûts de fabrication sont, là l'intérêt, beaucoup moins chers que l'ADN. Et si ça marchait, et c'était un peu le titre de ma conférence, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps, eh bien, si tout ça marche, et ça marche avec l'ADN aussi, il faut savoir que nos 175 zeta-octets de données numériques, là, on peut les stocker, franchement, et c'est un calcul réel, hein, que je n'ai pas fait ça, dans 1 litre d'eau. Vous voyez un peu la différence, 8 millions de data centers, 1 litre d'eau. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.